Le naufrage du Titanic est à ce jour l'une des pires catastrophes navales de l'histoire, et elle a découlé d'une longue chaîne d'événements malheureux et inopportuns. Et cette chaîne, qui a scellé le sort cruel du grand navire insubmersible, a commencé avec une minuscule clé. Elle paraissait si insignifiante. Tellement insignifiante que l'homme qui l'avait avec lui a complètement oublié de la remettre à la personne qui en a eu désespérément besoin au moment le plus critique. Cet homme, alors âgé de 37 ans, David Blair, avait avec lui la clé de l'armoire fermée où étaient rangées les jumelles des guetteurs. Il n'y avait rien d'anormal à ce que la clé soit en possession de cet homme, puisque Blair devait être le second officier du Titanic. Il avait travaillé sur le navire pendant tous ses essais, et jusqu'à ce qu'il soit prêt pour le départ, il était censé être à bord pour le voyage. Mais par un coup du sort, juste avant que le plus gros navire de l'époque ne soit prêt à quitter Southampton et à traverser l'Atlantique en direction de New York, il y a eu un changement de plan de dernière minute. La White Star Line, la compagnie maritime propriétaire du Titanic, a décidé de remplacer David Blair par Henry Wilde, l'officier en chef du navire jumeau du Titanic, le RMS Olympic. Il le considérait comme un marin plus expérimenté et plus apte à diriger un navire de cette taille. Blair a écrit dans une carte postale à l'un de ses proches, disant qu'il était très contrarié d'avoir été remplacé de la sorte. Pressé par ce changement inattendu, ou peut-être à cause de sa déception, Blair a oublié de remettre la clé de l'armoire à jumelles à l'officier Wilde. Ça ne semble peut-être pas si grave, mais il ne faut pas oublier que la technologie des sonars était encore toute nouvelle au début du XXe siècle. C'est pourquoi les jumelles étaient d'une importance vitale, car elles étaient le seul moyen de détecter suffisamment tôt les dangers potentiels lors de la navigation. Peu de temps après le départ du Titanic, l'équipage s'est rendu compte qu'il ne serait pas en mesure d'ouvrir l'armoire. Mais ils ne se sont pas inquiétés outre mesure. Les guetteurs avaient une vue perçante, et le navire avait été construit et annoncé comme étant insubmersible. Ils étaient confiants dans leur capacité à faire le guet sans jumelles, peut-être un peu trop confiants. Fred Fleet était le guetteur en service lors de la nuit tragique où le navire a effectué son premier et dernier voyage. Fleet a eu de la chance de survivre à la catastrophe et a déclaré plus tard aux enquêteurs que s'il avait eu des jumelles, il aurait remarqué l'iceberg plus tôt et l'équipage aurait eu plus de temps pour écarter le navire de sa trajectoire. Tu dois te demander, mais comment peut-on louper un iceberg assez grand pour faire sombrer le Titanic ? Et avant même que le navire ne s'en approche. Des témoins ont affirmé que ce bloc de glace sortait de l'eau à une hauteur de 15 à 30 mètres et qu'il mesurait entre 60 et 120 mètres de long. C'est presque trop gros pour qu'on ne puisse pas le voir, tu ne penses pas ? Eh bien, c'est là que les malheureux maillons de la chaîne se sont succédés pour vaincre l'insubmersible. Oui, l'immense iceberg aurait pu être remarqué plus tôt, même sans jumelles, mais peut-être dans des conditions différentes. Il se trouve que c'était le milieu de la nuit, et le navire se trouvait au milieu des eaux calmes de l'océan, entouré de silence et d'obscurité. Pas d'éclairage public, et surtout, pas de lune. Lorsque l'on navigue la nuit sur des eaux calmes, sous un ciel sans lune, les conditions de visibilité nautique sont les pires possibles. Il n'y avait pas de vagues s'écrasant contre l'iceberg et qui auraient pu servir d'avertissement audible. Pas de clair de lune se réfléchissant sur le gigantesque morceau de glace flottante pour le faire briller. En bref, cette chose semblait être sortie de nulle part, du moins dans le champ de vision du guetteur. Sans compter que l'on pense que l'iceberg s'est retourné peu de temps avant la collision. Il avait probablement perdu plus de poids d'un côté à cause de la fonte, ce qui l'aurait fait basculer. Il a donc subitement exposé sa partie inférieure, qui était pleine d'eau et beaucoup plus sombre que la partie supérieure. Une fois que Fred Fleet l'a finalement aperçu à 23h39 le 14 avril 1912 et qu'il a crié « Iceberg » droit devant à la passerelle de commandement, il était déjà trop tard.
Il n'avait qu'une trentaine de secondes pour manœuvrer le navire, ce qui n'était pas suffisant pour un bâtiment de cette taille qui allait presque à sa vitesse maximale. Et c'est là qu'un autre problème est survenu, la décision d'essayer de le contourner. L'officier en second, William Murdoch, a pris cette décision, alors qu'il aurait peut-être été préférable d'aborder l'iceberg de front. Étonnamment, les conséquences auraient pu être moins dramatiques. L'avant du navire aurait été écrasé et une partie de l'équipage et des passagers des cabines avant n'auraient pas survécu. Mais seulement 2 des compartiments étanches auraient été inondés. Avec ce genre de dégâts, le Titanic aurait pu rester à flot assez longtemps pour que d'autres navires puissent le rejoindre et sauver le reste des passagers et de l'équipage. Mais ils ont eu si peu de temps pour évaluer les options qu'à 23h40, le navire de 46 000 tonnes a percuté l'iceberg de côté dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Son flanc droit a raclé la glace sur une distance de 90 mètres. La coque s'est déformée, les joints se sont brisés et l'eau a envahi les compartiments endommagés. Thomas Andrews, l'architecte naval en chef, qui avait conçu le navire et qui était également à bord, a confirmé que le Titanic ne pouvait être sauvé. Les passagers devaient être évacués immédiatement. À partir de là, les problèmes se sont enchaînés. Un autre coup du sort cruel a été la pénurie de canaux de sauvetage. Avec 2224 personnes à bord et seulement assez de canaux pour sauver 1178 vies. Le navire avait été construit de façon insubmersible, de sorte que personne ne pensait sérieusement que les canaux seraient nécessaires. Le 15 avril à 2h20 du matin, le Titanic a coulé au fond de l'océan. Seulement 706 personnes ont survécu. Mais qu'est-il arrivé à David Blair et à cette maudite clé? Il a réalisé son erreur et a continué à travailler comme marin et a même reçu une médaille de bravoure de la Royal Humane Society en 1913 pour avoir sauvé un membre de l'équipage du Majestic. Blair, qui était officier en second sur ce navire, avait sauté à l'eau quand un homme est tombé par-dessus bord. Bien que le canot de sauvetage envoyé pour le récupérer ait atteint l'homme avant lui, Blair a été félicité pour son acte de bravoure. Quant à la fameuse clé, il l'a longtemps conservée en souvenir de la tragédie qu'il avait miraculeusement évitée. Puis il l'a transmise à sa fille, Nancy. En 1980, elle l'a confiée à l'International Sailors Society, mais elle a ensuite été vendue lors d'une vente aux enchères organisée par Henry Aldridge & Son. Le commissaire-priseur a affirmé que c'était l'un des artefacts les plus précieux du navire. Et qui pouvait le contredire ? Cette clé aurait pu changer le cours de l'histoire et sauver le Titanic si elle avait été à bord. Elle a été vendue en 2007 pour 78 000 livres, soit environ 122 000 € au taux actuel. Ce qui fait de cette clé le 7e objet le plus cher du Titanic. À l'occasion du 100e anniversaire du naufrage, une lettre écrite par Wallace Henry Hartley, un violoniste de 33 ans et chef d'orchestre du Titanic, a été vendue. Il y avait écrit que le bateau était sublime et qu'il appréciait les autres membres du groupe. Il devait rentrer chez lui le dimanche, le lendemain de l'arrivée du Titanic à New York. Il avait envoyé cette lettre de Queenstown, en Irlande, le dernier arrêt avant que le navire ne s'embarque en haute mer. La lettre a été vendue au prix de 90 000 livres, l'équivalent de 112 000 € aujourd'hui. Mais la découverte la plus exclusive et la plus chère de toutes a été le violon de Hartley. Lui et son groupe ont continué à jouer sur le pont pendant que le navire coulait, pour calmer les passagers et les aider à surmonter la panique. Les courageux musiciens ont joué jusqu'au bout et aucun d'eux n'a survécu. Plus tard, les journaux ont écrit que les musiciens du Titanic avaient été parmi les individus les plus nobles de l'histoire maritime. Le violon de Hartley a été retrouvé presque immédiatement après le naufrage et l'instrument a été remis à sa fiancée. Elle le lui avait offert en cadeau avant son départ. Après la tragédie, elle l'a transmis à l'armée du salut britannique. Pendant près de 100 ans, on a cru que le violon était perdu.
jusqu'à ce qu'il réapparaisse en 2006 lorsqu'un musicien amateur l'a trouvé dans le grenier de ses parents. Après cela, les experts ont passé 7 ans à l'examiner et ont finalement annoncé que l'instrument était authentique. Il a été vendu au prix exorbitant de 900 000 livres, soit 1,2 million d'euros aujourd'hui. La plupart des gens qui achètent ce genre d'artefacts sont des experts et des collectionneurs de souvenirs du Titanic, dont le but est de conserver ces objets historiques en toute sécurité afin que ce qu'ils représentent ne soit jamais oublié. Penses-tu que cette clé aurait pu changer l'histoire, ou y a-t-il trop de coïncidences malheureuses qui ont de toute façon scellé le sort du Titanic? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite chercher tes clés, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.